Nous devons imiter tous les matériaux utilisés dans la couverture originale, qui est un parchemin. Nous utilisons des matériaux tressés spéciaux qui nous aident à imiter l'original. À l'intérieur, il y a un peraminata, c'est ce qui nous permet de le faire ressembler à du parchemin. Le manuscrit de Voynich contient 240 pages qui ne devraient pas exister. Il montre des plantes qui ne poussaient pas dans l'Europe médiévale, des cartes d'étoiles qui ne correspondent pas au ciel de la Terre, et des femmes nues reliées par des tubes d'une manière impossible. Lorsque l'IA a finalement décodé certaines parties, les scientifiques ont découvert quelque chose de choquant. Certains ont affirmé qu'il contenait des prophéties sur les épidémies et les catastrophes. D'autres ont trouvé des recettes de traitements interdits. Les étranges dessins de plantes impossibles du manuscrit ont soudainement pris un sens terrifiant. Mais comment un auteur du 15e siècle pouvait-il savoir des choses qu'il ne pouvait pas connaître? La vérité est plus dérangeante que quiconque ne l'imaginait. Commençons par le début. En 1912, un libraire polonais nommé Wilfrid Voyage parcourait tranquillement de vieux manuscrits dans un collège jésuite près de Rome. L'endroit s'appelait Villa Mondréon et il ressemblait à n'importe quel autre dépôt d'archives rempli de tomes poussiéreux et de textes oubliés. Mais il a ensuite ouvert un coffre en bois et en a sorti un livre étrange qui ne ressemblait à rien d'autre dans la pièce. Il n'était pas seulement vieux, il était complètement déroutant. En feuilletant les pages, il a vu une écriture que personne ne pouvait lire. L'écriture ne correspondait à aucune langue connue. Les lettres s'écoulaient dans un style qui ressemblait à un véritable alphabet, mais ce n'était ni du latin, ni du grec, ni de l'arabe, ni de l'hébreu. Et les dessins le rendaient encore plus étrange. Il y avait des illustrations de plantes qui n'existaient pas, des cartes astrologiques qui semblaient extraterrestres, et des femmes nues se baignant dans des bassins verts reliés par d'étranges tuyaux bouclés. Ce n'était pas seulement rare, c'était quelque chose d'entièrement différent. Voynich était stupéfait. Il a déclaré plus tard qu'aucun manuscrit d'une époque aussi reculée n'avait jamais été trouvé écrit entièrement en code. Au moment où il l'a touché, un mystère était rené. Le manuscrit contenait environ 240 pages, faites de parchemins de veau reliés dans du vélin souple. Certaines des pages se dépliaient, révélant d'énormes diagrammes cosmiques qui ne ressemblaient à rien de ce qui était connu de la science médiévale. L'un des dépliants montrait 9 cercles interconnectés formant une sorte de carte en rosace qui défiait toute explication. En 2009, la datation au carbone a confirmé que le parchemin avait été fabriqué entre les années 1304 et 1338, ce qui le situait fermement au début du 15e siècle. L'encre et les pigments utilisés correspondaient également aux matériaux de l'Europe médiévale, mais le contenu donnait toujours l'impression de venir d'un autre monde. Certains ont même suggéré que les diagrammes pourraient représenter d'autres dimensions ou des connaissances anciennes perdues dans le temps. Le plus déroutant de tous était l'écriture. Le texte contenait environ 170 000 caractères. Il semblait suivre la grammaire et la structure des phrases, mais dans une langue qui n'existait pas. Les cryptographes ont donné un nom à l'écriture, voynichaise. Voyage avait découvert un manuscrit écrit dans une langue complètement inconnue sur Terre. Il a emmené le livre à Londres et a commencé à chercher des réponses. Mais les années ont passé et le manuscrit est resté silencieux. Après la mort de Voyage, le livre est passé entre plusieurs mains avant d'atterrir à la bibliothèque de livres rares Bineka de l'Université de Yale en 1969. Il s'y trouve encore aujourd'hui, conservé sous le nom de MS-48. Pendant tout ce temps, pas une seule personne ne l'a vraiment déchiffré. Certains des plus brillants déchiffreurs de code du monde ont essayé et ont échoué. Même William Friedman, le cryptologue américain qui a percé le code Purple du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, a passé 3 décennies à essayer de décoder le manuscrit de Voyage. Il a finalement abandonné et a qualifié la langue d'indéchiffrable. Il est devenu célèbre parmi les universitaires, un bibliothécaire de Yale, plaisantant en disant que le manuscrit était devenu un endroit où les carrières universitaires vont mourir.
Personne n'est sorti indemne de ceux qui ont essayé de le résoudre. Voyage avait une théorie. Il pensait que le manuscrit avait été écrit par Roger Bacon, le moine anglais du XIIIe siècle, connu pour ses expériences d'alchimie et de connaissances interdites. Une lettre glissée à l'intérieur du manuscrit datant de 1665 affirmait que le livre avait autrefois appartenu à l'empereur Rodolphe II, qui croyait que l'auteur était Bacon. Voyage s'est accroché fermement à cette idée. Il imaginait que le manuscrit pouvait contenir des connaissances supprimées, des secrets d'alchimie ou même de la magie. Bien que la datation moderne ait prouvé que le livre avait été fabriqué 2 siècles après la mort de Bacon, la théorie a captivé l'imagination des gens. Un livre rempli de connaissances chiffrées, avec des baigneuses nues et des plantes extraterrestres, ressemblait exactement au genre de choses qu'un moine scientifique voyou aurait pu créer. Au fur et à mesure que le mystère grandissait, le manuscrit a gagné un nouveau surnom. Les gens ont commencé à l'appeler le Sphinx de la cryptographie, une énigme qui refusait de livrer ses secrets. Mais la confusion n'a pas commencé avec Voynich. Elle remontait en fait encore plus loin. En 1639, un alchimiste pragois nommé Georg Barès écrivit à un érudit jésuite nommé Athanasius Kircher au sujet d'un étrange livre qu'il avait trouvé. Il dit à Kircher que c'était une énigme, un sphinx, et lui demanda de l'aider à le décoder. Kircher était célèbre pour avoir prétendu avoir déchiffré les hiéroglyphes égyptiens. Alors Barès espérait qu'il pourrait également débloquer ce manuscrit. Il lui a même envoyé quelques pages copiées à la main. Harish mourut sans trouver la réponse et le livre passa à un homme nommé Johannes Marcus Marci. Marci croyait que le manuscrit avait autrefois été acheté par l'empereur Rodolphe II vers l'an 599. Le prix que Rodolphe avait payé était de 600 ducats d'or, ce qui représenterait environ 90 000 $ aujourd'hui. Il était obsédé par l'alchimie, l'astrologie et les sciences étranges. Il entretenait à sa cour des mystiques comme John Dee et Edward Kelly, en les payant pour révéler les secrets de l'univers. Kelly prétendait pouvoir parler aux anges et transformer le plomb en or. Finalement, Rodolphe l'enferma pour n'avoir pas obtenu de résultat. Certains chercheurs pensent aujourd'hui que le manuscrit de Voynich pourrait avoir été un stratagème. Dee et Kelly ont peut-être créé le livre comme une escroquerie, le vendant à Rodolphe et profitant de son obsession. Si c'est le cas, c'était un stratagème brillant. Kelly était connu pour simuler des visions et inventer des langues incompréhensibles. S'il avait forgé le Voynich comme un canular illisible, il aurait pu s'en sortir avec une fortune. Que ce soit vrai ou non, l'idée est restée. Peut-être que le manuscrit n'était pas seulement un mystère. Peut-être était-ce une escroquerie qui a trop bien fonctionné. En 1665, Marci envoya finalement le manuscrit à Kircher à Rome, avec une lettre résumant tout ce qu'il savait. Cette lettre, que Voyage lui-même a trouvée des siècles plus tard, répétait l'histoire de Bacon, mais incluait également une note prudente. Marci a dit qu'il n'était pas sûr que la théorie de Bacon soit vraie. Il a laissé la question ouverte, suggérant même dans les années 1600 que les gens se demandaient si le manuscrit était une véritable œuvre de connaissance ou une blague élaborée. Les tentatives modernes de décodage du manuscrit ont commencé au 20e siècle. En 1921, un professeur nommé William Roma Newbold croyait avoir percé le code. À l'aide d'un microscope, il affirmait que chaque gribouillis dans le texte contenait de minuscules lettres latines. Selon lui, une fois déchiffré, le livre révélait des inventions bien en avance sur leur temps, comme des télescopes et des microscopes prétendument découverts par Roger Bacon. Mais sa théorie s'est effondrée rapidement. Les érudits ont réalisé qu'ils voyaient des motifs qui n'étaient pas réellement là, juste des fissures d'encre et des marques aléatoires. Sa méthode reposait sur la réorganisation des lettres en anagrammes forcés. En 1931, sa théorie était complètement discréditée, mais il est mort en croyant toujours avoir raison. D'autres ont continué d'essayer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les déchiffreurs de code britanniques de Bletchley Park s'y sont essayés pendant leur sursaison creuse. Même avec leur succès à déchiffrer ça les codes nazis,
ils n'ont fait aucun progrès. Dans les années 1970, des cryptologues de la NSA ont utilisé des ordinateurs pour étudier l'écriture. Ils ont analysé les fréquences des lettres, la structure et les modèles de chiffrement potentiels, mais n'ont rien trouvé. La structure du Voynich défiait tous les systèmes de chiffrement connus. À chaque échec, de nouvelles théories ont émergé. Peut-être que le livre n'a pas été écrit par des humains. Peut-être qu'il venait d'ailleurs. À la fin du siècle, une nouvelle idée a pris racine. Si les ordinateurs et les cryptographes ne pouvaient pas le déchiffrer, c'est peut-être parce qu'il n'était pas destiné à l'être. Peut-être qu'il venait d'un esprit qui n'est pas de ce monde. Des murmures d'origine extraterrestre ont commencé à circuler, non pas comme des faits, mais comme le dernier recours pour une énigme qui défiait toute logique. À première vue, les étranges dessins étaient d'assez la seule chose que quiconque pouvait comprendre. Page après page remplie d'images, pas d'explications. Personne ne pouvait lire le texte, mais ces images semblaient être une voie d'accès. Cet espoir n'a pas duré longtemps. Plus les gens regardaient les illustrations, plus ils soulevaient de questions. Presque chaque page les regroupait en thèmes étranges. La première et la plus grande section concernait les plantes. Il y avait 113 dessins, chacun remplissant une page, entourée de textes. Mais aucune des plantes ne correspondait à quoi que ce soit de connu par la science. Certaines semblaient proches. Une fleur ressemblait ici à un tournesol, mais même cela n'avait pas de sens. Les tournesols n'existaient pas en Europe avant que Colomb ne traverse l'océan. Et pourtant, il y avait quelque chose qui ressemblait à s'y méprendre, dessiné 100 ans avant 1492. D'autres plantes étaient de totale fantaisie. Des feuilles d'une plante, des racines d'une autre, des tiges de quelque chose d'autre. C'était comme si quelqu'un les avait coupées et recousues ensemble. Les botanistes ne pouvaient reconnaître aucune plante entière. Certains ont dit qu'il pourrait s'agir d'espèces provenant de terres perdues. D'autres croyaient que les plantes contenaient des significations codées, peut-être même des références secrètes à des herbes utilisées dans d'anciens rituels. Certaines racines ressemblaient même à des membres humains. Un érudit a qualifié les dessins de flore extraterrestre d'un rêve médiéval. Et ce n'était que le début. La partie suivante a pris une tournure vers les étoiles. Ici, le manuscrit était rempli de cartes circulaires et de roues tournantes de symboles. Des signes astrologiques, des soleils, des étoiles, tous tourbillonnant ensemble dans des pages dépliantes. De minuscules femmes, pour la plupart nues, tenaient des étoiles dans leurs mains comme des ballons. Autour du bélier, du taureau et d'autres symboles du zodiaque, elles flottaient ou posaient avec le ventre gonflé. Certaines semblaient enceintes, d'autres étaient assises à l'intérieur de cercles, comme des matrices célestes. Personne ne pouvait s'entendre sur ce qu'ils signifiaient. Certains croyaient que c'était une sorte de calendrier qui reliait les étoiles à la fertilité. D'autres pensaient que c'étaient des esprits ou des constellations prenant forme humaine, mais aucune des constellations connues ne correspondait à ces cartes d'étoiles. Cela a ouvert la porte à des théories plus extrêmes. Un groupe a suggéré qu'il s'agissait de cartes provenant d'une autre planète. Ils croyaient que le manuscrit de Voynich ne décrivait pas du tout le ciel de la Terre. Peut-être était-ce une carte d'un monde extraterrestre. Les scientifiques traditionnels ont levé les yeux au ciel, mais les diagrammes n'avaient pas beaucoup plus de sens en tant qu'astronomie médiévale non plus. Puis était venu le dépliant le plus déroutant de tous. Une page maintenant surnommée « Les Rosettes ». 9 énormes cercles reliés par des tubes et des ponts. À l'intérieur, des châteaux, des étoiles, d'étranges plans de villes. Certains ont juré que c'était un diagramme d'une autre dimension. D'autres ont dit que cela ressemblait à une carte de l'Atlantide. Il n'y avait pas de légende, pas d'explication, juste des symboles et une folie tourbillonnante. Rien ne correspondait à aucune science connue. C'était comme si quelqu'un avait dessiné le plan d'un univers oublié et en avait ensuite caché la clé. Puis les choses sont devenues vraiment bizarres. Une section présentait des rangées de femmes nues se baignant dans un liquide verdâtre.
Les pages montraient des douzaines de minuscules figures immergées dans des baignoires rondes. Leur corps était relié par de fins tubes et canaux, comme une sorte de système de plomberie. Leur ventre était souvent gonflé. Certaines semblaient visiblement enceintes. Les tubes qui les reliaient se tordaient et se bouclaient d'une manière qui ressemblait à des organes humains. Un réseau ressemblait même à des trompes de Fallope et des ovaires se drainant dans des récipients en forme d'utérus. Personne ne savait ce qu'ils regardaient. Étaient-ce des diagrammes médicaux, des symboles d'une sorte de traitement de santé? En 2017, l'historien Nicholas Gibbs a affirmé que le Voynich était en fait un manuel médical pour femmes rempli de recettes à base de plantes et d'instructions de bain pour la gynécologie médiévale. Beaucoup ont rejeté sa théorie, mais l'idée est restée. Peut-être que ce n'étaient pas du tout des bains. Peut-être étaient-ce des diagrammes anatomiques stylisés montrant comment les fluides se déplaçaient dans le corps. Une étude de 2021 a proposé exactement cela. Elle affirmait que les dessins n'étaient pas des femmes dans l'ozo, mais des métaphores visuelles de la physiologie humaine. Tout n'était que spéculation, mais le sentiment troublant persistait que ces minuscules figures nues, emmêlées dans d'étranges tuyaux et bassins, essayaient de montrer quelque chose de réel, quelque chose de caché, quelque chose de sacré ou d'interdit. Même les bocaux à la fin du manuscrit suscitaient pour le mystère. Des douzaines d'entre eux, chacun dessiné dans des rouges, des verts et des bleus vifs, bordaient les dernières pages. Les formes étaient uniques, cylindriques, presque cérémoniales. Ils ressemblaient à des récipients d'alchimistes, chacun associé à des feuilles ou des racines. Certains avaient même des étiquettes en écriture voynichaise. Il pourrait s'agir des noms d'herbes ou d'instructions codées pour des recettes. La technologie moderne a essayé d'aider. Les chercheurs ont utilisé des scans ultraviolets et infrarouges pour détecter des écritures cachées invisibles à l'œil nu. Certaines pages avaient des traces de peinture ou des lettres fanées qui suggéraient qu'il y avait eu beaucoup plus de choses autrefois. Puis est venue la plus grande avancée en siècles, non pas des historiens, mais des machines. À l'arrivée de 2018, aucun humain n'avait fait de progrès sérieux dans la traduction de l'écriture. C'est alors que les scientifiques se sont tournés vers l'intelligence artificielle. Greg Kondra, professeur à l'Université de l'Alberta, pensait que les ordinateurs pourraient faire ce que les gens ne pouvaient pas. Lui et son étudiant diplômé, Bradley Hauer, ont entré le manuscrit dans un programme entraîné à détecter des modèles dans toutes les langues. Ils ont utilisé des textes comme la Déclaration universelle des droits de l'homme dans 380 langues différentes. L'ordinateur a analysé les mots du voyage et a essayé de trouver des correspondances. Le résultat a choqué tout le monde. La langue qui revenait sans cesse était l'hébreu. Pas le latin, pas le tchèque, pas un code inventé, mais l'hébreu, ou du moins quelque chose de structurellement proche. Kondra était également surpris. Il pensait que l'auteur avait peut-être pris des mots hébreux ordinaires et brouillé leurs lettres alphabétiquement, transformant chaque mot en un anagramme. Cela expliquerait pourquoi le texte semblait d'abord n'avoir aucun sens. Pour tester l'idée, ils ont écrit un programme qui déchiffrait les mots du Voynich en hébreu potentiel. Lorsqu'ils ont exécuté la première ligne, ils ont obtenu quelque chose d'étrange. La phrase traduite par Google est ressortie comme suit. Elle a fait des recommandations aux prêtres, à l'homme de la maison, à moi et aux gens. Ce n'était pas poétique, mais c'était une vraie phrase, la première de tous ces temps. Une voix féminine offrant des conseils, peut-être un récit, peut-être un rituel. Les médias ont explosé avec des tirs. Le manuscrit de Voynich avait été déchiffré par l'IA. Les gens ont spéculé sauvagement. Si c'était de l'hébreu, le livre pourrait-il contenir des enseignements kabbalistiques secrets, des codes cachés de mystiques juifs médiévaux? Peut-être était-ce de l'hébreu chiffré, écrit en utilisant des lettres latines, conçues pour protéger ses secrets des étrangers. Kondra n'a pas prétendu avoir résolu toute l'affaire, mais il pensait qu'ils étaient sur quelque chose de réel. D'autres n'étaient pas sur ça. Les experts en langue ont averti que Google Translate n'est la preuve de rien.
La phrase était maladroite et nécessitait beaucoup de conjectures pour la faire fonctionner. Certains ont dit que les chercheurs avaient trop forcé leurs données juste pour obtenir un résultat. Même Condra a admis que la phrase n'était pas tout à fait correcte. Selon un locuteur natif, les critiques ont estimé que l'équipe avait tiré des conclusions hâtives. Mais ils ont également admis autre chose. Si le manuscrit était dénué de sens, il ne devrait pas se comporter comme une vraie langue, et pourtant, c'était le cas. En 2019, des études de suivi ont révélé que les modèles de mots dans le Voynich correspondaient aux langues naturelles. Ils suivaient la loi de ZIPF, un modèle où les mots courants apparaissent plus souvent que les mots rares c'était sain, comme en anglais ou en latin. Les scientifiques ont mesuré l'entropie de l'écriture et ont constaté que chaque mot transportait environ 10 bits d'information, tout comme les vraies langues humaines. Cela a stupéfié même les sceptiques. Un canular ne devrait pas suivre de vraies règles linguistiques. Et pourtant, celui-ci le faisait. Le manuscrit de Voynich n'était pas seulement des gribouillis, c'était quelque chose de structuré, quelque chose de caché, un système avec des règles. Même si personne ne pouvait le lire complètement, les résultats de l'IA ont prouvé une chose. Le manuscrit avait un sens. Au moment où l'intelligence artificielle s'est impliquée dans le manuscrit de Voynich, les choses ont commencé à dégénérer en une nouvelle sorte de folie. Pendant plus d'un siècle, les gens avaient cessé spéculer, deviner et étaient obsédés par ce livre. Mais une fois que l'IA est entrée en scène, une porte s'est ouverte. Ce n'étaient plus seulement des universitaires. Soudain, les influenceurs, les YouTubers, les créateurs TikTok et les blogueurs avaient tous quelque chose à dire. En 2024, les gros titres criaient des choses comme « L'IA décode le manuscrit de Voynich, une prophétie terrifiante révélée » ou « Les scientifiques paniquent après que l'IA découvre une ancienne malédiction ». Tout cela semblait passionnant, mais rien de tout cela n'était vrai. L'affirmation la plus virale était que l'IA avait débloqué des prophéties apocalyptiques cachées dans l'étrange section des plantes du manuscrit. Selon les rumeurs en ligne, les dessins d'herbes bizarres étaient en fait des recettes de destruction massive ou des remèdes miracles pour une épidémie à venir. Certains ont insisté sur le fait que c'était comme si Nostradamus était revenu, seulement cette fois avec des plantes plus bizarres et des instructions codées. Une théorie a même affirmé que le manuscrit contenait le remède contre le COVID-19. Et que l'IA avait repéré des mots comme aéroporté et virus. Mais les vrais linguistes savaient que ces interprétations n'étaient que des sauts sauvages à partir d'un seul mot ici ou d'un gribouillis là. Ce n'étaient pas des prophéties, ce n'était que plus de vœux pieux. Une autre histoire étrange a fait le tour sur les hallucinations de l'IA. Soi-disant, tout en essayant de décoder le texte du Voynich, un modèle de langage a soudainement généré la phrase « Les portes de l'enfer s'ouvriront », complètement sans y être invité. On a dit que l'équipe de recherche avait immédiatement arrêté le projet par peur. Mais en réalité, ces soi-disant hallucinations se produisent tout le temps dans l'IA. Ce ne sont pas des messages mystiques ou des avertissements. Ce ne sont que des sorties aléatoires causées par des données d'entraînement incomplètes. Effrayant, bien sûr. Surnaturel, pas du tout. Puis sont venues les théories extraterrestres qui n'avaient rien de nouveau. Mais l'IA leur a donné un nouveau vernis. Certains croyants ont affirmé que les dessins astronomiques du manuscrit n'étaient pas du tout des gribouillis médiévaux. C'étaient des cartes d'étoiles lointaines qui ne correspondaient à rien dans le ciel de la Terre. Une vidéo virale en 2023 a même affirmé qu'un algorithme d'apprentissage profond avait identifié des coordonnées planétaires, impliquant que le manuscrit était un journal de voyage extraterrestre. Les astronomes traditionnels ont rejeté cela en riant. Les soi-disant modèles d'étoiles ont été dessinés avec une touche artistique médiévale, pas avec une précision scientifique. Mais les faits n'ont pas arrêté les théories. Les gens ont dit que les herbes étaient des plantes extraterrestres, que la langue était extraterrestre et que le manuscrit avait été écrit par un être qui s'était écrasé sur Terre au début des années 1400.
Certains sont allés encore plus loin, disant que l'IA ne pouvait pas lire le livre, non pas parce que la langue était trop complexe, mais parce qu'elle n'était pas humaine du tout. Elle était extraterrestre, et notre IA n'était tout simplement pas entraînée à la comprendre. Cette idée a marqué les esprits. L'idée que même nos machines les plus avancées étaient inutiles face à ce mystère a rendu le manuscrit plus puissant que jamais. Et quand vous ajoutez des archives secrètes du Vatican et des dissimulations gouvernementales chuchotées, vous obtenez un ragoût de complot à part entière. Mais rien n'a pris feu autant que la théorie de l'immortalité. Celle-ci combinait une véritable légende médiévale avec une fantaisie Internet à part entière. L'empereur Rodolphe II, qui a possédé le manuscrit dans les années 1600, était notoirement obsédé par l'alchimie et l'idée de la vie éternelle. Certains conteurs modernes ont poussé cela au niveau supérieur, affirmant que l'IA avait découvert une ancienne recette d'un élixir de vie caché dans la section pharmaceutique du manuscrit. Des vidéos avec de la musique dramatique et des graphiques à base de plantes lumineuses ont fait leur apparition sur Internet. Ils ont affirmé que les scientifiques étaient terrifiés par ce qu'ils avaient trouvé. Tragique. Bien sûr, aucune recette de ce type n'a jamais été vérifiée et aucun chercheur réel n'a affirmé que l'IA l'avait découverte. Cela a donné l'impression que le manuscrit de Voynich était une version médiévale de la boîte de Pandore, quelque chose de rempli de connaissances interdites que seules les machines modernes pouvaient révéler. Pendant la pandémie de CO-19, les gens ont commencé à lier le manuscrit au virus lui-même. Des publications sur les médias sociaux ont suggéré que certaines pages décrivaient des symptômes, des masques ou des remèdes. Un modèle d'IA aurait trouvé le mot « R », ce qui a suffi à certains pour affirmer qu'il avait prédit une peste aéroportée. D'autres ont pointé du doigt d'étranges fleurs dans le livre et ont dit qu'elles ressemblaient à des plantes utilisées dans les armes biologiques modernes. Mais encore une fois, tout cela était basé sur des conjectures et de la peur, pas sur une traduction réelle. Certains ont emprunté une voie différente et ont proposé que le manuscrit n'ait jamais été destiné aux hommes du tout. Ils croyaient qu'il était écrit par et pour les femmes, spécifiquement comme une sorte de guide médical à base de plantes. Cette théorie a gagné en force dans les années 2010, surtout après que les chercheurs ont remarqué le nombre de dessins représentant des figures féminines et des bains. Peut-être que ce n'étaient pas que des femmes au hasard. Peut-être étaient des illustrations de traitements médicaux pour l'accouchement, la fertilité ou même l'avortement. Au Moyen Âge, des connaissances comme celle-là étaient dangereuses. Si des sages-femmes ou des religieuses avaient découvert des remèdes, elles auraient pu les coder pour les cacher aux autorités ecclésiastiques. Cela expliquerait la langue secrète. Cela expliquerait aussi pourquoi certaines illustrations se concentrent autant sur l'eau, les herbes et le corps des femmes. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concluantes, l'idée que le manuscrit de Voynich était une sorte de manuel caché pour la santé des femmes est l'une des possibilités les plus ancrées et les plus significatives. D'autres croyaient qu'il pouvait être lié à des groupes religieux persécutés comme les cathares. C'étaient des gens anéantis par l'Église dans les années 1300 pour avoir des croyances hérétiques. Certains ont dit que le livre était leur dernier testament, cachant leurs enseignements dans des symboles et un code. Ils ont pointé du doigt l'absence de symboles chrétiens dans le manuscrit et ces étranges diagrammes cosmiques. Peut-être était-ce une carte du monde spirituel, ou peut-être que les femmes qui se baignaient faisaient partie d'un rituel secret. Tout cela semblait excitant, mais la chronologie ne correspondait pas tout à fait. Les cathares avaient disparu en 1320 et le parchemin du Voynich a été fabriqué après 1404. Donc, à moins qu'il n'y ait eu un groupe hérétique plus tardif qui ait maintenu la tradition vivante, cette théorie ne tient pas beaucoup plus la route non plus. Les idées les plus dramatiques ont fait intervenir des noms, comme les Rose-Croix, les Templiers et même des sociétés scientifiques secrètes. Ces groupes étaient souvent accusés de garder une sagesse cachée, que cela signifie un éclaircissement spirituel ou une technologie ancienne. Sous cet angle, le Voynich est devenu quelque chose comme une capsule temporelle médiévale pour des connaissances interdites.
Ses idées s'égaraient souvent dans le monde de la fiction, mais elles seules elles sont restées parce que le manuscrit n'a jamais dit non. Sans une traduction confirmée, tout semblait encore possible. L'une des théories les plus cyniques suggérait que tout cela pourrait être un canular. Pas du Moyen Âge, mais de 1912 par Wilfred Voyage lui-même. Voynich était un libraire astucieux qui avait le don de découvrir des textes rares. Certains croyaient qu'il avait créé le manuscrit en utilisant du parchemin médiéval vierge auquel il avait accès, en utilisant de vieilles recettes d'encre et en imitant le style des livres anciens. Ils ont dit qu'il avait ajouté des illustrations bizarres et une écriture étrange juste pour créer un buzz. Peut-être a-t-il même forgé la lettre du 17e siècle qui décrivait les anciens propriétaires du manuscrit. Cela expliquerait le mystère. Ce n'était ni magique, ni ancien, ni extraterrestre. C'était juste un coup de marketing d'un homme intelligent avec les bons outils. Mais cette théorie s'est heurtée à un mur de briques en 2011, lorsque la datation au carbone a montré que le parchemin datait vraiment du début des années 1400. Il a également été prouvé que l'encre était authentiquement ancienne. Si Voyage avait créé le livre, il aurait eu besoin non seulement de matériaux anciens, mais aussi de la compétence pour dessiner des centaines de pages détaillées sans faire une seule erreur de style ou de vieillissement. Ce n'est pas impossible, mais c'est très improbable. Et Voyage n'a jamais vendu le livre. Il est mort avec lui toujours en sa possession, ce qui rend l'idée d'un stratagème de contrefaçon à but lucratif moins convaincante. S'il y a eu un canular, il s'est probablement produit au 15e siècle, pas au 20e. Certains suggèrent que cela aurait pu être une blague faite à un noble riche, un manuscrit absurde vendu contre de l'or. Cette théorie persiste toujours, surtout parmi ceux qui croient que le manuscrit n'a aucun sens du tout. En fin de compte, le manuscrit de Voynich est tout ce que vous voulez qu'il soit. C'est une prophétie, un livre de recettes, un journal extraterrestre, une canular, un avertissement ou un miracle qui attend d'être révélé. Et jusqu'au jour où quelqu'un le déchiffrera pour de vrai, il continuera à nourrir l'imagination de chaque époque. À notre époque d'intelligence artificielle, il est devenu un miroir pour nos questions les plus profondes. De quoi avons-nous peur? De quoi rêvons-nous? Et que se passe-t-il lorsque même nos machines les plus intelligentes ne peuvent pas nous donner de réponse?